Ma sœur a abandonné son bébé sur mon paillasson, avec un mot qui disait « Il est à toi, maintenant ». Puis elle a disparu à l'étranger. Un an plus tard, elle est revenue, souriante comme si de rien n'était, et a essayé de le reprendre. Elle ne savait pas que j'avais tout documenté. La sonnette a retenti à 2h47 du matin, un mardi de mars. Je connais l'heure exacte car j'ai vérifié mon téléphone avant de sortir du lit en titubant, le cœur battant de cette angoisse particulière que provoquent les visiteurs inattendus au milieu de la nuit. Mon immeuble avait une sécurité, donc la personne en bas avait dû être autorisée à entrer par un autre locataire, ou avait suivi quelqu'un à l'intérieur. J'ai enfilé une robe de chambre et me suis dirigé vers la porte, plissant les yeux à travers le judas. Le couloir s'étendait, vide dans les deux sens, les néons fredonnant leur mélodie monotone habituelle. En ouvrant la porte, j'ai découvert un siège auto sur mon paillasson. Dedans, un tout petit bébé, qui ne pouvait pas avoir plus de 3 semaines, était emmitouflé dans une couverture bleue à imprimer éléphant. Son visage était plissé et rouge à force de pleurer, ses petits poings s'agitant avec une agitation croissante. Sur la poignée du siège auto était collé un bout de papier de cahier, du genre aux bords irréguliers, arraché à la hâte. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de ma sœur. Victoria avait toujours écrit en penchant vers la gauche, ses lettres comprimées et pressées, comme si elle était constamment en retard. Ménard, il est à toi, maintenant. Je ne peux pas faire ça. Il s'appelle Oliver. Le lait en poudre et les couches sont dans le sac en dessous. N'essaie pas de me retrouver. V. Mes mains tremblaient tandis que je soulevais le siège auto pour le rentrer, balayant le couloir du regard une dernière fois, cherchant un signe d'elle. Rien. J'ai sorti mon téléphone et composé son numéro, mais je suis tombé directement sur une messagerie vocale générique. J'ai réessayé. Même résultat. Les pleurs d'Oliver s'étaient intensifiés pour devenir de véritables sanglots. J'ai posé le siège auto sur la table de ma cuisine et les regardais, mon esprit assailli par un millier de questions simultanées. Le sac en dessous contenait exactement ce que Victoria avait promis, 3 boîtes de lait en poudre, une boîte de couches pour nouveau-né, et une seule tenue de rechange. C'était tout. Pas de carnet de santé, pas d'acte de naissance, aucune instruction au-delà de ce mot dévastateur. Je n'avais jamais changé une couche de ma vie. À 32 ans, j'avais délibérément structuré mon existence autour de routines prévisibles et d'une planification minutieuse. Je travaillais comme analyste de données pour une entreprise pharmaceutique, je vivais seul dans un 2 pièces à Minneapolis, et n'avais absolument aucune expérience avec les nourrissons. Ma sœur cadette, en revanche, avait toujours été l'incarnation du chaos. Victoria avait 27 ans, belle de cette manière naturelle que certaines personnes possèdent, et complètement instable. Elle avait enchaîné 3 cursus universitaires différents avant d'abandonner complètement. Elle déménageait de ville en ville, de travail en travail, de relation en relation, laissant derrière elle des dettes impayées et des promesses non tenues partout où elle passait. Nos parents avaient renoncé à essayer de la gérer il y a des années, se résignant à une acceptation lasse de ses choix. Mais ça? Abandonner un bébé? J'ai passé le reste de la nuit à essayer de comprendre comment préparer un biberon, pendant qu'Oliver hurlait jusqu'à en avoir le hoquet et s'épuisait en gémissements. Google est devenu mon plus proche allié. À l'aube, j'avais réussi à le nourrir, à le changer 2 fois, et à le faire dormir dans mon lit, entouré d'oreillers car je ne possédais pas de berceau et n'allais pas le laisser seul dans le siège auto. Quand mon réveil a sonné à 7 heures, j'ai appelé mon travail pour me déclarer malade. Puis, j'ai appelé ma mère. Victoria a laissé son bébé sur mon paillasson, ai-je dit sans préambule quand elle a répondu. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Comment ça, elle a laissé son bébé? Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Elle a sonné à ma porte à 3 heures du matin, l'a laissé dans un siège auto avec un mot disant qu'il était à moi, et a disparu. As-tu eu de ses nouvelles? La voix de maman s'est brisée. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Quand a-t-elle eu un bébé? Où est-elle? Je n'en ai aucune idée. Son téléphone renvoie à la messagerie vocale. Elle a dit de ne pas la chercher. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ménard, qu'est-ce que tu vas faire? Cette question allait me hanter pendant les jours suivants. Je devais décider si j'appelais les services de protection de l'enfance, ou si je le gardais. La partie rationnelle de mon cerveau hurlait que je devais contacter les autorités immédiatement. C'était un abandon, potentiellement un crime.
Oliver méritait mieux que d'être traité comme un colis indésirable. Mais en le regardant dormir dans mon lit, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration, j'ai senti quelque chose changer en moi. Il avait l'air si vulnérable, si complètement dépendant. L'idée qu'il entre dans le système de famille d'accueil, ballotté entre des étrangers, pendant que Victoria restait quelque part, à vivre sa vie égoïste, me rendait physiquement malade. J'ai passé toute cette journée au téléphone. D'abord, j'ai appelé une avocate spécialisée en droit de la famille, que j'ai trouvée via un annuaire en ligne. Samantha arrivera à écouter mon histoire avec un calme professionnel et m'a exposé mes options. Si vous voulez le garder, vous devez établir une tutelle légale le plus rapidement possible, a-t-elle expliqué. Le fait qu'elle ait laissé un mot reconnaissant qu'elle vous le donne aide, mais sans documentation appropriée, vous êtes dans une zone grise sur le plan juridique. Nous devons déposer une demande de garde d'urgence. Peut-elle simplement revenir et le reprendre? Si elle est la mère biologique, elle a des droits parentaux, à moins qu'il ne soit révoqué par un tribunal. Mais l'abandon est un motif de révocation, si nous pouvons le prouver. J'ai besoin que vous documentiez tout. Gardez ce mot, prenez des photos, enregistrez chaque tentative de contact avec elle, conservez tout. J'ai pris son conseil très au sérieux. J'ai photographié le mot sous tous les angles, j'ai téléchargé des copies sur 3 services de stockage en ligne différents, et j'ai commencé un journal, documentant chaque détail dont je me souvenais de cette nuit, les heures, les observations, tout. Ensuite, j'ai contacté mon employeur et j'ai négocié un télétravail pour une durée indéterminée. Ma patronne, Christine, s'est montrée étonnamment compréhensive. Prenez le temps qu'il vous faut pour régler ça, a-t-elle dit. Nous nous arrangerons pour la logistique du travail. La première semaine a été brutale. Oliver avait des coliques, ce qui signifiait qu'il pleurait pendant des heures, sans raison apparente. Je le promenais dans mon appartement à minuit, à 3 heures du matin, à 5 heures du matin, le berçant, le chuchotant, et pleurant parfois moi-même d'épuisement. J'ai commandé tout ce dont j'avais besoin en ligne, un berceau, une table allongée, plus de lait, des biberons, de minuscules vêtements, un babyphone, des tétines qu'il a immédiatement rejetées. Mon appartement est passé d'un sanctuaire minimaliste à un désordre chaotique d'équipements pour bébé. J'ai appris à fonctionner par tranches de sommeil de 2 heures. J'ai découvert des muscles dans mes bras dont j'ignorais l'existence, à force de le porter constamment. Mon alimentation se composait principalement de tout ce que je pouvais manger d'une seule main, en tenant un biberon. La courbe d'apprentissage semblait incroyablement raide. Il y a eu des moments, durant ces premières semaines, où je me suis sincèrement demandé si j'en étais capable. Une nuit particulièrement difficile, Oliver avait hurlé pendant 3 heures d'affilée, malgré toutes les techniques d'apaisement que j'avais frénétiquement cherchées sur Google. J'étais assis sur le sol de la salle de bain à 4 heures du matin, pleurant tous les deux, quand ma voisine, Madame Kowalski, a frappé à ma porte. C'était une grand-mère d'environ 70 ans, qui vivait dans l'immeuble depuis des décennies. J'ai ouvert la porte, ayant probablement l'air complètement fou, et elle nous a regardé un instant avant de prendre doucement Oliver de mes bras. « Allez prendre une douche », a-t-elle ordonné. « Une bien chaude. Prenez votre temps. Je ne peux pas vous le laisser comme ça. Je ne. J'ai élevé 4 enfants et aidé avec 7 petits-enfants. Il s'en sortira très bien pendant 20 minutes. Allez-y. » Debout sous l'eau chaude, enfin seul pour la première fois depuis des jours, je me suis complètement effondré. Mais quand j'en suis sorti, propre et un peu plus humain, Madame Kowalski avait calmé Oliver, qui somnolait, le berçant avec une aisance expérimentée. Des coliques, a-t-elle diagnostiqué immédiatement. Mon deuxième fils en avait. Personne ne vous dit à quel point cette période est difficile, surtout seul. Vous vous en sortez mieux que vous ne le pensez, mon grand. Ce petit acte de gentillesse m'a permis de continuer. Elle a commencé à prendre de mes nouvelles régulièrement, m'apprenant des astuces qu'elle avait acquises au fil de décennies de parentalité, comment emmailloter correctement, l'angle exact pour tenir un biberon afin d'éviter les gaz. Quel son de bébé signifiait une réelle détresse par opposition à une simple agitation. Vers la 3e semaine, j'ai découvert quelque chose qui a tout transformé, Oliver adorait être porté dans un porte-bébé. La proximité, le mouvement, le son de mon cœur tout l'apaisait instantanément. J'ai commencé à le porter des heures durant, faisant les tâches ménagères et travaillant sur mon ordinateur portable avec lui attaché à ma poitrine, sa petite tête nichée sous mon menton. Ces semaines ont également révélé exactement comment ma vie allait changer.
Mon amie Rachel m'a invité à son dîner d'anniversaire dans un restaurant du centre-ville. J'ai expliqué que je ne pouvais pas trouver de babysitter à si court préavis, et qu'en plus, Oliver était trop jeune pour être laissé à un étranger. Amène-le, tout simplement, a-t-elle suggéré joyeusement. Les bébés dorment n'importe où, non? J'ai essayé. Oliver a hurlé pendant les entrées, a régurgité sur ma robe pendant le plat principal, et a eu besoin d'un changement de couche que le restaurant n'était pas équipé pour gérer. Je me suis retrouvé dans ma voiture, à le changer sur la banquette arrière, pendant que le dîner se poursuivait sans moi. Le temps que je l'installe, j'étais trop épuisé et embarrassé pour retourner à l'intérieur. Rachel m'a envoyé un texto plus tard, c'était dur. La prochaine fois, prends une babysitter. Le décalage était saisissant. Les gens qui n'avaient pas d'enfants ne pouvaient vraiment pas comprendre que prends juste une babysitter n'était pas une solution magique. Oliver avait à peine 1 mois. Je ne pouvais pas le confier à une adolescente trouvée sur une application de babysitting. Il dépendait entièrement de moi pour tout, et le poids de cette responsabilité était à la fois terrifiant et sacré. Mais il y avait aussi des joies inattendues. Vers 6 semaines, Oliver m'a offert son premier vrai sourire. Pas juste un gaz, mais une véritable réponse à ma présence. C'est arrivé pendant un changement de couche, alors que je faisais des grimaces pour le distraire. Tout son visage s'est illuminé, ses yeux se sont plissés, et quelque chose s'est fendu dans ma poitrine. Chaque étape de son développement semblait monumentale, car je les vivais seul, sans personne avec qui partager le moment. Quand il s'est retourné du dos au ventre à 4 mois et demi, j'ai immédiatement appelé ma mère, le souffle coupé par l'excitation. Quand il a commencé à attraper des jouets, j'ai pris des vidéos et les ai regardées en boucle, m'émerveillant de sa coordination croissante. J'ai développé une routine qui fonctionnait pour nous. Le biberon du matin à 6 heures, suivi d'un moment sur le ventre pendant que je buvais mon café. La sieste du milieu de matinée, pendant laquelle je répondais frénétiquement aux emails du travail. La promenade de l'après-midi dans le quartier, en poussette. Le bain du soir, qui est devenu son moment préféré de la journée, éclaboussant et riant pendant que je lui racontais tout ce que je faisais. Le coucher à 19h30. Puis, les heures bénies de calme, où je rattrapais mon travail, nettoyais l'appartement, ou m'effondrais simplement sur le canapé dans un silence épuisé. Mes collègues se sont adaptés à ma nouvelle réalité. Les conférences téléphoniques incluaient mes excuses quand Oliver faisait du bruit en arrière-plan. Les délais de projet étaient prolongés lorsqu'il traversait des régressions du sommeil. Christine, ma patronne, est devenue un soutien inattendu, partageant des histoires sur ses propres enfants et m'assurant que l'entreprise appréciait mon travail, malgré le chaos de ma vie personnelle. Le stress financier était constant. Le lait en poudre, à lui seul, coûtait près de 300 € par mois. Les couches, les lingettes, les vêtements devenus trop petits en quelques semaines, les frais médicaux, les fournitures de puériculture, les dépenses s'accumulaient sans relâche. J'avais toujours été à l'aise avec mon salaire d'analyste, mais subvenir aux besoins de 2 personnes avec un seul revenu signifiait que mon compte d'épargne diminuait régulièrement. J'ai demandé une aide gouvernementale, qui m'a été refusée car je gagnais juste un peu trop pour y avoir droit. L'ironie était amère. J'étais assez responsable pour recueillir un bébé abandonné, mais apparemment trop stable financièrement pour mériter de l'aide pour le nourrir. J'ai commencé à acheter des marques génériques, à renoncer au luxe que je m'étais autrefois accordé, à budgétiser au euro près. Pendant tout ce temps, j'ai continué d'essayer de joindre Victoria. Chaque jour, plusieurs fois par jour, j'appelais son téléphone. J'envoyais des SMS qui n'étaient pas livrés. Je lui envoyais des messages sur les réseaux sociaux, mais son compte ne montrait aucune activité récente. Elle avait complètement disparu. Nos parents sont venus nous rendre visite ce premier week-end. Papa tenait Oliver maladroitement, l'air abasourdi, tandis que maman pleurait et s'excusait comme si c'était, d'une manière ou d'une autre, de sa faute. Nous avons échoué avec elle, a dit maman. Nous avons dû si mal échouer pour qu'elle fasse une chose pareille. Vous n'avez échoué avec personne, ai-je dit fermement. Victoria a fait ses choix. Elle a 27 ans. Elle sait distinguer le bien du mal. Papa a secoué la tête lentement. Je n'arrête pas de penser à quand elle était petite. C'était une enfant si douce. Que s'est-il passé? Je n'avais pas de réponse à cela. Aucun de nous n'en avait. Samantha a agi rapidement sur le front juridique. En 2 semaines,
nous avions une date d'audience pour la garde d'urgence. La juge, une femme sévère d'une soixantaine d'années nommée juge Hartley, a examiné les preuves que j'avais rassemblées, le mot, les photographies, mes notes de journal, les relevés téléphoniques montrant mes tentatives de contacter Victoria. Et le témoignage de mes parents confirmant qu'ils n'avaient aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. C'est très inhabituel, a dit la juge Hartley, me regardant par-dessus ses lunettes de lecture. Mais étant donné les circonstances et le besoin de stabilité de l'enfant, j'accorde la garde d'urgence temporaire à Monsieur Ménard Martinez pour une période de 6 mois, après quoi nous réexaminerons la situation. Pendant ce temps, des efforts seront faits pour localiser la mère biologique. J'ai quitté le palais de justice avec des papiers officiels me déclarant tuteur légal d'Oliver. Le soulagement était immense. Il était en sécurité. Il était à moi, du moins pour l'instant. Les mois qui ont suivi ont établi une nouvelle normalité. Oliver est passé d'un nouveau-né coliqueux à un bébé potelé et souriant, qui riait aux éclats à coucou et attrapait tout ce qui était à sa portée. Au moment où je m'étais habitué au changement de couche, aux horaires de biberon et à distinguer ses différents pleurs, la date des 6 mois approchait à grands pas. Le travail s'est mieux adapté à ma situation que je ne l'aurais espéré. J'assistais aux réunions avec Oliver dans un transat à côté de mon bureau, ma caméra orientée de manière à ce que mes collègues ne voient pas le chaos de mon appartement derrière moi. Je soumettais des rapports pendant ses siestes et terminais des projets à 23 heures, après son dernier biberon. Ma vie sociale s'est évaporée, mais je m'en fichais. Mes amis sans enfants ne comprenaient pas pourquoi je ne pouvais pas simplement prendre une babysitter et sortir boire un verre. Les quelques fois où j'ai essayé d'expliquer à quel point un bébé consume votre existence, j'ai vu leurs yeux se voiler d'un désintérêt poli. Mais il y avait des moments de pure joie qui justifiaient tout. Le premier rire d'Oliver, déclenché par mes grimaces ridicules pendant que nous attendions que son biberon chauffe. La façon dont il serrait mon doigt de toute sa main, s'y accrochant comme si j'étais son encre dans le monde. La manière dont il se blottissait contre mon épaule quand il avait sommeil, son souffle chaud sur mon cou. J'ai tout pris en photo. Pas seulement les moments mignons, mais aussi les plus banals, les reçus de lait et de couches, les captures d'écran de mes relevés bancaires montrant les dépenses, les comptes rendus des rendez-vous chez le pédiatre, les notes sur son horaire de sommeil, ses heures de repas. Le moment où il a commencé à se retourner, celui où il a eu sa première dent. Samantha m'avait dit de tout documenter, et j'ai pris cette instruction à cœur. Lors de sa visite des 6 mois, le docteur Harrison, notre pédiatre, a noté qu'Oliver s'épanouissait. Il est dans le 75e percentile pour le poids et la taille, a-t-elle dit en souriant. Quoi que vous fassiez, continuez. Sa mère l'a abandonné, ai-je dit doucement, me surprenant moi-même. J'évitais généralement de mentionner Victoria à quiconque en dehors de ma famille proche. L'expression du docteur Harrison s'est adoucie. Eh bien, il a de la chance de vous avoir. Tous les enfants dans cette situation ne finissent pas dans un endroit où ils sont si clairement aimés. L'audience de révision des 6 mois approchait, et il n'y avait toujours aucun signe de Victoria. Samantha a déposé une demande de déchéance des droits parentaux pour abandon, ainsi que ma requête pour adopter Oliver. Le processus prendra du temps, a-t-elle prévenu, mais étant donné les circonstances, elle était optimiste. La juge Hartley a prolongé ma tutelle de 6 mois supplémentaires et a approuvé la poursuite de la procédure d'adoption. Si la mère biologique ne se manifeste pas pour contester cela dans l'année à venir, je ne vois aucune raison pour que cette adoption ne soit pas finalisée, m'a-t-elle dit. Je me suis permis d'espérer. Peut-être que Victoria était vraiment partie pour de bon. Peut-être qu'Oliver deviendrait officiellement mon fils sans autre complication. Il avait 11 mois quand j'ai entendu la sonnette. Un samedi après-midi, Oliver faisait la sieste, et je pliais du linge dans le salon, regardant d'un œil distrait une émission de rénovation en mode silencieux. J'ai vérifié l'interphone vidéo, m'attendant à une livraison de colis. Au lieu de cela, j'ai vu le visage de Victoria sur l'écran. Elle avait l'air bronzée et détendue, portant une robe d'été et de grosses lunettes de soleil, ses cheveux plus longs que dans mon souvenir. Elle souriait à la caméra comme si elle posait pour une photo décontractée. Mon sang s'est glacé. Je suis resté là pendant une bonne trentaine de secondes, à fixer son image sur l'écran. Elle a sonné de nouveau, faisant un signe joyeux à la caméra, comme si elle passait pour une visite normale, comme si l'année écoulée n'avait jamais existé. Tous mes instincts me hurlaient de ne pas la laisser entrer, mais je devais savoir ce qu'elle voulait. Je devais entendre quelle justification possible elle pouvait offrir pour ce qu'elle avait fait.
J'ai appuyé sur le bouton pour déverrouiller l'entrée de l'immeuble et j'ai ouvert la porte de mon appartement, laissant la chaîne de sécurité en place. Elle est apparue dans le couloir quelques minutes plus tard, tirant une valise de marque derrière elle, arborant toujours ce sourire insupportable. Ménard. Mon Dieu, ça fait tellement plaisir de te voir. Elle s'est avancée pour me prendre dans ses bras, mais la chaîne de sécurité l'a maintenue à distance. Son sourire a légèrement vacillé. Je peux entrer? Pourquoi es-tu là? Ma voix est sortie plate, sans émotion. Pour voir mon bébé, évidemment. Il m'a tellement manqué. Elle l'a dit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si elle avait été en voyage d'affaires au lieu d'abandonner son fils de quelques semaines pendant près d'1 an. Ton bébé? Oui, Oliver. Il est là? J'ai hâte de voir comme il a grandi. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine, chaude et suffocante. Tu l'as laissé sur mon paillasson à 3 heures du matin, avec un mot disant qu'il était à moi. Tu as disparu sans laisser de traces, et maintenant tu débarques en t'attendant à quoi, exactement? Le sourire de Victoria est devenu conciliant. Je sais. J'ai mal géré la situation, mais j'étais dépassé, Ménard. J'étais en dépression postpartum, et j'avais juste besoin de temps pour me remettre les idées en place. Du temps? Ça fait presque 1 an. Eh bien, je vais mieux maintenant. J'ai reçu de l'aide. J'ai réglé mes problèmes, et maintenant je suis prête à être sa mère. Elle a essayé de regarder par-dessus mon épaule, dans l'appartement. Je peux le voir, s'il te plaît? Non. Le sourire a complètement disparu. Comment ça, non? C'est mon fils. Tu as renoncé à ce droit quand tu l'as abandonné. J'ai la garde légale, Victoria. Tu ne peux pas débarquer comme une fleur et jouer à la maman quand ça t'arrange. Ses yeux se sont rétrécis, et j'ai vu une lueur de la colère qu'elle avait toujours eue. La garde légale? Tu n'avais pas le droit de faire ça. Je te l'ai laissé pour une garde temporaire, pas pour que tu me le voles. Une garde temporaire nécessite une communication. Tu m'as littéralement dit de ne pas te chercher. Tu as changé de numéro. Tu as disparu de la surface de la Terre. J'étais en Thaïlande. J'avais besoin de me retrouver, de guérir. Tu n'as aucune idée à quel point la grossesse et l'accouchement ont été durs pour moi. Dur pour toi? Ce n'est pas toi qui as passé la dernière année à l'élever. Elle a ricané. Oh, s'il te plaît. Tu as probablement adoré chaque minute. Tu as toujours voulu des enfants. Je t'ai pratiquement fait un cadeau. L'audace de cette déclaration m'a laissé momentanément sans voix. Un cadeau? Tu as abandonné ton enfant. Ce n'est pas un cadeau, Victoria. C'est un crime. Ne sois pas si dramatique. Je savais qu'il serait en sécurité avec toi. C'est pour ça que je l'ai laissé là. Et maintenant, je suis de retour, et je le veux. Alors, laisse-moi entrer, ou j'appelle la police. Vas-y, ai-je dit, nous surprenant tous les deux par mon calme. Appelle-les. J'adorerais avoir un rapport de police documentant ton retour après avoir abandonné ton fils de quelques semaines pendant 11 mois. L'incertitude a vacillé sur son visage. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mon propre enfant. En fait, si. Je suis son tuteur légal. Tu n'as aucun droit de garde, et j'ai rendez-vous avec mon avocate lundi matin pour m'assurer que tu n'en auras jamais. C'est de la folie. Sa voix s'est élevée brusquement. Maman et papa ne te pardonneront jamais de m'empêcher de voir leur petit-fils. Maman et papa savent exactement ce que tu as fait. Ils sont venus ici, pour m'aider à prendre soin de lui. Où étais-tu? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a essayé une autre tactique. Son expression s'est adoucie, des larmes perlant dans ses yeux. Ménard, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs. J'avais peur, j'étais seul, et je ne savais pas quoi faire. Mais je suis sa mère. Tu ne peux pas remplacer ça. Il a besoin de moi. Il avait besoin de toi quand tu l'as laissé pleurer sur mon paillasson à 3 heures du matin. Il avait besoin de toi quand il avait des coliques et hurlait pendant des heures. Il avait besoin de toi pour son premier sourire, son premier rire, sa première dent. Où étais-tu pour tout ça? Tu es cruel. Je suis honnête. Oliver mérite mieux que quelqu'un qui le traite comme un accessoire qu'on peut prendre et laisser quand on en a envie.
Oliver a choisi ce moment pour commencer à pleurer depuis la chambre. Le visage de Victoria s'est illuminé. C'est lui. Laisse-moi le voir, Ménard, juste une minute. Absolument pas. Quitte mon immeuble, Victoria. Si tu veux le moindre contact avec Oliver, ça passe par mon avocate. Sinon, reste loin de nous. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé, ses larmes s'évaporant instantanément. C'est mon fils, et je le récupérerai. Tu ne peux pas voler le bébé de quelqu'un et t'attendre à ce qu'il n'y ait pas de conséquences. Je lui ai fermé la porte au nez et j'ai enclenché les 3 verrous, puis je me suis appuyé contre, tremblant. Les pleurs d'Oliver se sont intensifiés. Je me suis forcé à respirer, à me calmer avant d'aller le voir. Il avait besoin de moi stable, pas secoué. Il était debout dans son berceau, le visage rouge et en larmes, tendant les bras vers moi. Je l'ai pris dans mes bras et les serrai fort, inhalant l'odeur de shampoing pour bébé de ses cheveux. C'est bon, mon grand. Tu es en sécurité. Je suis là. Dès qu'il a été dans mes bras, il s'est calmé. Cette confiance, ce réconfort immédiat qu'il trouvait avec moi, avait été gagné au prix d'innombrables nuits blanches et de journées épuisantes. Victoria pensait qu'elle pouvait débarquer et se l'approprier. Absolument pas. J'ai appelé Samantha immédiatement, même si c'était un samedi. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Victoria s'est pointée à ma porte, ai-je dit sans préambule. Raconte-moi tout. J'ai relaté la conversation pendant qu'Oliver jouait avec mes cheveux, inconscient de la menace que sa mère biologique représentait pour notre vie. Samantha a écouté sans m'interrompre, sa respiration étant le seul son, à part les babillages d'Oliver. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment. En fait, ça joue en notre faveur. Comment? Son retour après presque un an, son attitude arrogante, ses exigences sans aucune reconnaissance du mal qu'elle a causé, ni aucune preuve de changement de circonstances, tout cela soutient notre dossier d'abandon. As-tu enregistré la conversation? Non, mais l'immeuble a des caméras de sécurité à l'entrée. Parfait. Je demanderai ces enregistrements. En attendant, documente ce qu'elle a dit, tout ce dont tu te souviens. Si elle te recontactait, ne réponds pas, dis-lui que toute communication doit passer par moi, puis mets fin à la conversation. Et, Ménard, ne lui ouvre plus la porte. Au cours de la semaine suivante, Victoria a tout essayé. Elle a appelé mon téléphone à plusieurs reprises jusqu'à ce que je bloque son numéro. Elle s'est présentée à mon immeuble 2 fois de plus, mais j'ai refusé de lui ouvrir et j'ai demandé au concierge de ne pas lui donner accès sans ma permission explicite. Elle a envoyé de longs SMS depuis de nouveaux numéros, alternant supplications et menaces. J'ai tout sauvegardé, capture d'écran, messages vocaux, même les fleurs qu'elle a fait livrer avec une carte qui disait « S'il te plaît, laisse-moi rencontrer mon fils. Je t'en supplie. » Elle a contacté nos parents, pleurant sur la façon dont je l'empêchais de voir Oliver. Maman m'a appelé, clairement tiraillée. Elle dit qu'elle a fait une erreur et qu'elle est désolée, a dit maman avec précaution. Ne devrions-nous pas lui donner une chance de se racheter? Elle a eu sa chance, ai-je répondu. Elle a eu des dizaines de chances. Chaque jour, pendant 11 mois, était une chance de revenir, d'appeler, de montrer ne serait-ce qu'un minimum de responsabilité. Au lieu de ça, elle vivait en Thaïlande, à se retrouver. Je sais, mon chéri, mais c'est quand même ma fille, et il est quand même son fils. Et je suis ton fils aussi, ai-je dit. C'est moi qui suis debout à 3 heures du matin depuis 1 an. C'est moi qui ai réorganisé toute ma vie pour lui. C'est vers moi qu'il se tourne quand il a peur ou mal. Ça doit bien compter pour quelque chose. Papa a pris le téléphone. Ça compte pour tout, Ménard, a-t-il dit. Ta mère et moi te soutenons entièrement. Victoria doit comprendre qu'il y a des conséquences à ses actes. Le soulagement que j'ai ressenti en entendant ces mots m'a presque fait pleurer. Merci. Nous lui avons dit que nous ne l'aiderions pas là-dessus, a poursuivi papa. Nous l'aimons, mais ce qu'elle a fait est impardonnable. Oliver est ton fils maintenant, de toutes les manières qui comptent. Victoria a dû se rendre compte qu'elle n'obtiendrait rien par des appels personnels, car elle a engagé un avocat. 2 semaines après sa première apparition à ma porte, Samantha m'a appelé pour m'informer que Victoria avait déposé une demande de garde d'urgence, affirmant que j'avais pris Oliver illégalement et que je refusais de le rendre à sa mère légitime. Elle prétend qu'elle vous l'a laissé pour une garde temporaire, pendant une crise de santé mentale,
et que vous avez profité de sa vulnérabilité pour lui voler son enfant, a expliqué Samantha. C'est complètement absurde, et la juge le verra tout de suite, mais nous devons être préparés. La date de l'audience a été fixée 3 semaines plus tard. Pendant ce temps, Samantha a monté notre dossier avec une précision militaire. Nous avions le mot original, de l'écriture de Victoria, déclarant qu'il était à moi. Nous avions 11 mois de preuves documentées que j'avais été le seul gardien d'Oliver, dossiers médicaux, reçus, photos, mes notes de journal détaillées, le témoignage du docteur Harrison, les déclarations de mes parents. Nous avions également la preuve de l'absence totale de Victoria, des relevés téléphoniques montrant 0 contact, des relevés bancaires prouvant qu'elle n'avait pas contribué financièrement, des publications sur les réseaux sociaux la montrant en train de s'éclater en Asie du Sud-Est. Pendant que je gérais les coliques et les couches qui débordent. Le plus accablant, c'était les captures d'écran de ses récents messages, où elle admettait avoir eu besoin de temps pour se retrouver et avoir été dépassée. Aucune mention de traitement de santé mentale. Aucune preuve qu'elle ait cherché de l'aide professionnelle. Juste un an de fête sur les plages, pendant que son fils était élevé par quelqu'un d'autre. L'audience s'est tenue un mardi matin nuageux, début avril. Je portais une robe bleu marine sobre et un maquillage minimal, ayant l'air en tout point du tuteur responsable que j'étais devenu. Oliver était assis dans une poussette à côté de moi dans la salle d'audience, mâchouillant un anneau de dentition, complètement inconscient de la procédure qui allait déterminer son avenir. Victoria est arrivée avec une apparence radicalement différente de celle de son apparition à ma porte. Elle avait clairement été coachée par son avocat, portant un tailleur noir modeste, les cheveux tirés en arrière, un maquillage discret. Elle avait l'air sobre et repentante, l'image d'une mère réformée cherchant la rédemption. Son avocat, un homme d'âge mûr nommé Gregory Hoffman, a brossé un tableau sympathique d'une jeune femme ayant souffert d'une grave dépression postpartum, et ayant pris une décision désespérée lors d'une crise de santé mentale. Il a soutenu que Victoria avait été trop malade pour communiquer correctement, mais avait fait confiance à son frère pour s'occuper temporairement d'Oliver. Maintenant qu'elle était rétablie, elle méritait la chance d'être la mère qu'elle avait toujours voulu être. Ma cliente a fait une erreur, a dit Hoffman avec ferveur. Mais les erreurs commises lors d'une maladie mentale grave ne devraient pas priver une femme de ses droits parentaux de manière permanente. Elle a suivi un traitement. Elle va mieux, et elle est prête à assumer ses responsabilités de mère. La juge Hartley a écouté impassiblement, puis s'est tournée vers Samantha. Maître Rivera ? Samantha s'est levée, et j'ai ressenti une vague de gratitude pour son sang-froid. Votre honneur, je voudrais verser au dossier le mot que Madame Victoria Martinez a laissé avec l'enfant le 15 mars de l'année dernière. Elle a fourni des copies à la juge et à Hoffman. La juge Hartley l'a lu en silence, son expression a changé. Il est à toi, maintenant, a cité Samantha. Pas s'il te plaît, garde-le un moment, où j'ai besoin d'aide. Le langage est clair et sans ambiguïté. C'était un abandon, pas une demande d'assistance temporaire. De plus, a poursuivi Samantha, Madame Victoria Martinez a demandé à son frère de ne pas la chercher, puis a coupé toute communication pendant 11 mois. Ma cliente n'avait pas toute sa tête, a interjeté Hoffman. Si c'est vrai, où sont les preuves du traitement de santé mentale, a rétorqué Samantha. Où sont les dossiers médicaux, les ordonnances, les notes de thérapie? Parce qu'à la place, nous avons des publications sur les réseaux sociaux montrant Madame Victoria Martinez profitant de vacances prolongées en Thaïlande. Elle a soumis des impressions des publications Instagram et Facebook de Victoria, que j'avais minutieusement compilées. Des photos de Victoria sur des plages, à des festivals dans des temples, en train de faire de l'escalade, dans des clubs de plage toutes publiées publiquement, beaucoup d'entre elles horodatées et géolocalisées. La preuve était irréfutable. Hoffman a tenté de soutenir que Victoria avait eu besoin de s'évader, de guérir, que la thérapie traditionnelle n'avait pas fonctionné pour elle, qu'elle avait trouvé la paix à travers les voyages et l'introspection. L'expression de la juge Hartley est devenue de plus en plus sceptique à chaque affirmation. Puis Samantha m'a appelé à la barre. J'ai expliqué en détail la nuit où Oliver est arrivé sur mon paillasson, l'heure, le contenu du sac, mes tentatives de contacter Victoria, ma décision de demander la tutelle légale quand il est devenu clair qu'elle ne reviendrait pas. J'ai parlé des nuits blanches, des visites chez le pédiatre, de la façon dont j'avais restructuré toute ma vie autour des besoins d'Oliver. L'aimez-vous, a demandé Samantha. Plus que tout, ai-je répondu honnêtement. C'est mon fils, de toutes les manières qui comptent.
Madame Victoria Martinez a-t-elle fourni un soutien financier pour les soins d'Oliver au cours des 11 derniers mois? Absolument aucun. J'ai couvert toutes les dépenses. A-t-elle envoyé des cartes d'anniversaire, des cadeaux, appelé pour prendre de ses nouvelles? Rien, jusqu'à ce qu'elle se présente à ma porte il y a 3 semaines, pour le réclamer. Quand Hoffman m'a contre-interrogé, il a essayé de faire croire que j'avais profité de la vulnérabilité de ma sœur, que je m'étais précipité pour établir une tutelle légale afin d'écarter Victoria. N'est-il pas vrai que vous avez immédiatement cherché à adopter Oliver? J'ai demandé la garde d'urgence après que sa mère l'ait abandonné. La procédure d'adoption n'a commencé qu'après l'audience de révision des 6 mois, quand Victoria n'avait toujours fait aucune tentative de nous contacter. Vous l'avez privée de sa mère. Sa mère m'a dit de ne pas la chercher, puis a disparu pendant 1 an. Je l'ai gardée en sécurité, nourrie, aimée et en bonne santé. Ce n'est pas le priver de qui que ce soit. C'est être un parent. Le tournant est arrivé lorsque la juge Hartley a demandé à Victoria de témoigner. Hoffman l'avait clairement préparé, mais sous les questions, la façade s'est fissurée. Pourquoi n'avez-vous pas appelé votre frère pendant ces 11 mois, a demandé la juge Hartley. J'avais besoin d'espace pour guérir, a dit Victoria, d'une petite voix. D'espace par rapport au bébé, ou d'espace par rapport à vos responsabilités? De la pression, du sentiment d'échouer. Donc, au lieu de chercher de l'aide auprès de votre famille, de professionnels de la santé ou de groupes de soutien, vous êtes parti en Thaïlande pendant 1 an. J'avais besoin de trouver la paix. J'étais déprimé. Avez-vous été diagnostiqué d'une dépression postpartum par un professionnel de la santé? Victoria a hésité. Je me suis auto-diagnostiqué, en me basant sur ce que je ressentais. Avez-vous cherché un traitement auprès d'un médecin ou d'un thérapeute? Non, mais je savais ce que je vivais. Vous saviez que vous viviez une dépression postpartum, assez grave pour justifier l'abandon de votre enfant, mais pas assez grave pour chercher une intervention médicale? Je l'ai géré à ma manière. L'expression de la juge Hartley s'est durcie. En laissant votre fils nouveau-né sur un paillasson à 3 heures du matin, avec un mot, et en disparaissant sur un autre continent. Les yeux de Victoria se sont remplis de larmes. J'ai fait une erreur, mais je vais mieux maintenant. Je veux être sa mère. Qu'est-ce qui a changé, entre mars de l'année dernière et maintenant, qui vous fait vous sentir capable d'être parent? J'ai eu le temps de tout digérer, de guérir émotionnellement, de me préparer. Avez-vous trouvé un logement adapté à un enfant? Pas encore, mais j'y travaille. Un emploi. Je cherche. Avez-vous la moindre idée de la routine actuelle d'Oliver, de ses goûts et aversions, de son histoire médicale? Victoria m'a jeté un regard désespéré. On m'a privé de toutes ces informations. Vous vous en êtes privé vous-même, a dit sèchement la juge Hartley. Pendant 11 mois, vous n'avez fait aucune tentative pour obtenir ces informations ou pour participer à la vie de votre fils. C'était votre choix, Madame Martinez. L'audience a duré 4 heures. À la fin, Hoffman avait l'air vaincu, et Victoria pleurait ouvertement. La juge Hartley a demandé une suspension de 30 minutes avant de rendre sa décision. J'ai passé ce temps dans le couloir avec Oliver, qui était devenu agité à force d'être enfermé. Je l'ai promené de long en large, fredonnant doucement, essayant de projeter un calme que je ne ressentais pas. Samantha se tenait à proximité, me faisant un sourire encourageant. Ça se passe bien, a-t-elle dit à voix basse. Je n'ai pas l'impression. Et si elle croit à l'excuse de la santé mentale de Victoria? Elle n'y croit pas, crois-moi. Je fais ça depuis 15 ans. La juge Hartley voit clair dans son jeu. Quand nous sommes revenus, la salle d'audience semblait plus petite, l'air plus lourd. La juge Hartley avait l'air fatiguée mais résolue. J'ai présidé de nombreuses affaires difficiles, a-t-elle commencé, mais peu ont présenté une disparité aussi nette entre les droits d'un parent biologique et l'intérêt supérieur d'un enfant. Madame Victoria Martinez, je ne doute pas que vous ayez rencontré des difficultés après la naissance d'Oliver. La juge Hartley a poursuivi, la parentalité est un défi dans les meilleures circonstances, et je reconnais que vous avez pu être en difficulté. Cependant, la réponse appropriée à ces difficultés n'est pas l'abandon. C'est de chercher de l'aide auprès de sa famille, de ses amis, de professionnels de la santé ou de services de soutien. Vous avez choisi, à la place, de quitter le pays pour poursuivre votre propre guérison, tout en confiant Oliver à votre frère sans communication ni planification adéquate.
Victoria est restée figée sur son siège, les larmes coulant sur son visage. Monsieur Ménard-Martinez a fourni un foyer stable et aimant à cet enfant au cours des 11 derniers mois. Il a répondu à tous ses besoins physiques, émotionnels et développementaux. Il a fait tout ce qui est exigé d'un parent, bien qu'il n'en ait eu aucune obligation. Le lien qui les unit est évident, et perturber ce lien maintenant causerait un préjudice important à Oliver. Mes mains se sont serrées si fort que mes jointures sont devenues blanches. Par conséquent, je prononce la déchéance des droits parentaux de Madame Victoria Martinez, pour abandon et manquement délibéré à l'obligation de subvenir à ses besoins. La requête d'adoption de M. Ménard-Martinez est approuvée, sous réserve de la réalisation des enquêtes sociales et des vérifications d'antécédents, pour lesquelles je n'ai aucune raison de croire qu'elles poseront problème. Félicitations, Monsieur Martinez. Vous allez être père. Le soulagement qui m'a envahi était si intense que j'en ai presque eu le vertige. Samantha m'a serré l'épaule pendant que Hoffman essayait de consoler une Victoria en sanglots. C'était fini. Oliver était légalement, officiellement, définitivement à moi. Victoria a quitté la salle d'audience sans me regarder, soutenue par Hoffman, qui parlait déjà d'appel. Mais je savais que c'était une menace vide de sens. Les preuves avaient été accablantes. Aucune cour d'appel n'allait annuler cette décision. L'adoption officielle a été finalisée 3 mois plus tard, après l'enquête sociale et les vérifications d'antécédents requises. La juge Hartley elle-même a présidé la cérémonie, souriant en signant les papiers qui faisaient d'Oliver mon fils légalement. Je suis ravi de voir cette affaire aboutir à une conclusion aussi positive, m'a-t-elle dit après. Ce petit garçon a beaucoup de chance de vous avoir. C'est moi qui ai de la chance, ai-je répondu, et je le pensais sincèrement. Oliver avait alors 16 mois, il marchait avec d'adorables pas chancelants et disait de papa aussi clairement que possible. Mon papa. Il n'y avait aucune confusion dans son esprit sur qui était son père. Victoria a fait une dernière tentative pour le voir, environ 6 mois après la finalisation de l'adoption. Elle s'est présentée au parc où j'emmenais régulièrement Oliver jouer, s'approchant de nous alors qu'il descendait du toboggan. Il a tellement grandi, a-t-elle dit doucement, se tenant à une distance prudente. Je me suis positionné entre elle et Oliver. Tu dois partir. Je veux juste le voir. Je ne cherche pas à causer de problème. Tu as perdu le droit de le voir. Tu as perdu tous tes droits quand tu l'as abandonné. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne peux pas le réparer, mais il fait toujours partie de moi, Ménard. Tu ne peux pas comprendre ça? J'ai pris Oliver dans mes bras alors qu'il courait vers moi, et il a enroulé ses bras autour de mon cou, regardant Victoria avec la méfiance qu'ont les tout-petits pour les étrangers. Ce regard m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne la reconnaissait pas. Elle n'était rien pour lui. Il ne fait pas partie de toi, ai-je dit doucement. Il fait partie de moi. C'est moi qui ai gagné ça, à travers chaque nuit blanche, chaque fièvre, chaque étape importante. La biologie ne fait pas de vous une mère. Être là, si. Je regretterai toujours ce que j'ai fait. Bien. Tu devrais. Mais ton regret ne te donne droit à rien. Maintenant, laisse-nous tranquilles, ou je demande une ordonnance d'éloignement. Elle est partie sans un mot de plus. Je ne l'ai jamais revue. Oliver a 4 ans maintenant. Il m'appelle papa sans aucun qualificatif ni confusion. Il ne sait pas encore que je ne suis pas son père biologique, bien que je prévoie de le lui dire quand il sera assez grand pour comprendre. Il mérite de connaître son histoire, mais ce sera son histoire, pas la sienne. L'histoire de comment il est arrivé chez moi, par une froide nuit de mars, et a changé ma vie pour toujours. La documentation que j'ai si méticuleusement conservée se trouve dans un coffre-fort ignifugé, dans mon placard. Le mot, les photos, les notes de journal, tout y est. Non pas parce que je pense que Victoria contestera un jour l'adoption, mais parce qu'un jour, Oliver pourrait avoir des questions. Quand il en aura, j'aurai des réponses, étayées par des preuves plutôt que par l'émotion. Les gens me demandent parfois si je suis en colère contre Victoria pour ce qu'elle a fait. La vérité est plus compliquée qu'une simple colère. Je suis reconnaissant que son incapacité à être mère m'ait offert le plus grand cadeau de ma vie. Je suis furieux qu'elle ait fait subir à Oliver le traumatisme de l'abandon. Je suis triste de ce qu'elle a perdu, même si elle l'a jeté volontairement. Mais surtout, je suis en paix. Oliver est heureux, en bonne santé, et aimé plus que tout.
Il a des grands-parents qui le gâtent, un père qui déplacerait des montagnes pour lui, et un avenir plein de possibilités. Victoria lui a donné naissance, mais je lui ai donné une vie qui vaut la peine d'être vécue. Cela fait de moi son vrai père, de toutes les manières qui comptent. La semaine dernière, Oliver a ramené un dessin de la maternelle. Il montrait deux bonshommes allumettes, un grand et un petit, se tenant la main sous un soleil jaune. C'est toi et moi, papa, a-t-il expliqué fièrement. Je l'ai accroché sur le réfrigérateur, à côté de dizaines d'autres chefs d'œuvre. Mon cœur était si plein qu'il en était douloureux. Voilà ce que Victoria a abandonné. Voilà ce qu'elle n'aura jamais. Et voilà ce que je protégerai pour le reste de ma vie.